Hey, bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, je me suis couché à 3 heures du matin. Je me suis levé à 7 heures. Il faut que je me tape 2 heures avec Vincent. Ça se peut que je sois bougonneux. Je m'en excuse d'avance. Mais il est à l'heure aujourd'hui, sérieusement. Fait que je peux pas chialer contre lui. Je vous rappelle le show complet. Ça se passe sur Patreon. C'est presque 2 heures de show. Vous allez en avoir 1 heure gratuite sur les réseaux sociaux de YouTube et Spotify notamment. D'ailleurs, prenez le temps de vous abonner. Ça aide vraiment notre chaîne quand vous prenez le temps de vous abonner. C'est comme ça que les réseaux sociaux Oui, fonctionnent. il faut ajouter que pour les membres Patreon, c'est dans le Patreon seulement que je vais mettre la légendaire casquette de PLQ Liberal Again, puisqu'il n'y a maintenant aucun candidat à la chefferie du Parti libéral. Il faut vraiment y penser sérieusement au lieu de faire une joke. Mais Vincent, c'est triste, là. Ben, c'est une des questions dans le Q&A qui apparaît souvent. Là. Je pense que c'est la dernière question qui a été ajoutée. C'en est ridicule. Il n'y a personne qui veut aller fermer la lumière du parti. Là. Tout le monde comprend que le prochain chef va être le dernier. Ben écoute, ils ont dit la même chose de PSPP. Hein? Fait que tu sais, juste pour dire, la personne qui a posé la question, le dernier que je vois, c'était Vix. Vix, il demande si maintenant qu'il n'y a aucun candidat sérieux, est-ce qu'on y va? Pour vrai, je pense que ça a tellement l'air d'être la déchéance que probablement qu'avec juste les membres Patreon, on aurait au minimum les signatures élémentaires plus peut-être aller forcer un deuxième tour, mettons. Je pense pas qu'on pourrait gagner, mais il y a aussi le fait que... Mais tu sais, tu disais que le PSPP a ressuscité un peu le PQ, tout ça, puis on le donnait cliniquement à mort. Ça reste qu'il y a l'Empire québécois. Je veux dire, le groupe des Marais a vendu depuis longtemps son empire médiatique. Fait que la possibilité d'avoir un empire médiatique qui se met derrière le PLQ pour remousser une candidature, ça n'arrivera pas, là. Puis il n'y aura pas non plus de nouveaux médias indépendants qui vont faire la job pour pousser le PLQ, pour en faire un parti vraiment crédible devant les yeux du public. C'est un parti qui récoltait dans plusieurs comtés à peine 4 % du vote au niveau des comtés très francophones. Fait que tu es vraiment dans une position que ce parti-là est cliniquement mort. Puis même les votes issus de l'immigration, qui ont toujours été un peu leur force, à un moment donné, ils vont remettre eux-mêmes leur choix en question. Oui, si le parti est prêt d'arriver au pouvoir pour les protéger, ils vont probablement faire défection. Donc, ils sont effectivement très vulnérables, mais je pense pas que je ferais autant d'inférences sur l'état désastreux de la course à la chefferie, tout simplement parce que les libéraux, ils n'aiment pas les courses à la chefferie. Oui. Les courses à la chefferie, quand il y a des courses à la chefferie, c'est toujours des victoires au premier tour de beaucoup. Par exemple, Robert Bourassa avait eu 75 %, puis Daniel Johnson, puis Pierre Paradis, c'était divisé ça dans les années 80 à comme 12-12 chacun. Claude Ryan avait triomphé sur Raymond Garneau à je pense, 60-40. Les libéraux, s'ils ont une course à la chefferie, c'est purement symbolique. Autrement que ça, généralement, ils ont des couronnements. En fait, la grande exception, c'était l'élection qui avait peut-être l'air un peu serrée entre Couillard, Bachand puis Moreau en 2013. C'est la seule fois qu'il y avait l'air d'avoir peut-être une sorte de course. Mais chez les libéraux, il n'y en a pas de course. Si tu veux en chercher une qui a été sérieuse, tu remontes aux années 70, quand Robert Bourassa a été chef pour la première fois. Les libéraux ne veulent pas de course, ils veulent des couronnements, ils veulent un sauveur. Puis probablement que ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de considérer peut-être y aller, qu'eux vont estimer être peut-être un sauveur, puis ils veulent le couronner. On rappelle, aujourd'hui, c'est un Q&A, l'épisode du trio économique. Donc, toutes les questions qui vont être posées à Vincent aujourd'hui proviennent de nos membres Patreon. D'ailleurs, merci d'avoir pris le temps de nous en poser. Un des avantages, évidemment, d'être un membre Patreon, c'est de nous poser vos questions dans ces Q&A-là, qu'on fait à peu près aux 10 épisodes environ, quelque chose comme ça. Écoute, tu as beaucoup d'accointances au niveau du Parti libéral du Québec, des amitiés qui se sont forgées au fil du temps, des gens qui ont milité dans le parti. On sait que le Parti libéral du Québec, c'est un parti qui est... c'est les apparatchiks qui le dirigent beaucoup. Il y a des bons un peu du parti derrière, les porte-closes qu'on connaît peu, qui tirent un peu les ficelles. Le feeling qu'on a, c'est que, surtout avec l'arrivée de Dominique Anglade à la tête de ce parti-là,
c'est qu'elle a été en contradiction avec beaucoup de positions passées classiques du Parti libéral, d'où l'expression Make the PLQ liberal again que tu as promue pendant longtemps. Et que Mais je continue de promouvoir. est-ce que ces bonzes-là, à ton avis, sont encore présents ou ils ont quitté, ils ont déféqué le parti depuis longtemps? Déféquer le parti. Beau lapsus, hein? C'est un beau lapsus. C'est à la limite freudien. Hey, quand je sais la sortie de ma bouche, j'ai fait, man, qu'est-ce que je viens de dire là? Je pense que. Well, en anglais, on dit they shit the bed. Fait que c'est pas exactement faux. Mais ils ont fait défection. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas sûr que ça serait des défections autant que. C'est dur de se concentrer quand t'es heureux de même. C'est dur de. Je pense pas que c'est des défections autant que c'est des gens qui se sont mis inactifs. Donc, tu as beaucoup de. Donc, dans le temps, j'ai côtoyé énormément de libéraux. Tout simplement parce qu'après que la DQ soit défunte, j'étais pas capable de blairer pas mal personne. Puis tous les amis que j'avais qui étaient moindrement à droite du centre étaient tous au Parti libéral. Donc, on parle, mettons, en 2012 puis 2015, Ils ont déjà 2016. eu une commission jeunesse assez à droite, le Parti libéral du Québec, quand même. Oui, mais dans le temps, il y avait Julien Gagnon puis Marie-Pierre Isabelle. Les deux sont des économistes. Les deux sont des co-auteurs avec moi sur des articles scientifiques. Les deux aiment énormément l'idée que les marchés fonctionnent assez bien pour faire une job. Donc, ils ont fait des. Ils sont pas, c'est pas des libertariens, là, mais c'était des libéraux dans un sens européen de la chose, qu'il fallait plus de marché, puis c'était pas des trucs. C'était le Parti libéral auquel on était un petit peu plus habitué que ce qu'il y a présentement, mais la plupart de ces membres-là, puis je ne suis pas en train de dire pour Julien puis Marie-Pierre, parce qu'on a arrêté de parler de politique, on fait juste parler de recherche quand on se parle. Mais des membres comme eux se sont juste mis inactifs. Donc, je ne pense pas qu'ils ont fait défection ou ils n'ont pas déféqué, comme dirait Yann. Hey, ils n'ont pas fait. Non, excuse-moi, c'était vraiment drôle. Mais contrairement ils n'ont pas fait défection, ils se sont juste mis inactifs, je pense. Mais vous voyez un peu la différence, pareil, entre du podcasting, puis des gens qui se prennent moins au sérieux, puis la télé traditionnelle. Dans la télé traditionnelle, ça, là, le bout où est-ce que je dis déféquer, on s'entend, ça passe pas. Il a été coupé au montage. Puis si vous êtes chanceux, vous allez l'avoir dans un bloopers de fin d'année, le 31 décembre, quelque chose comme ça. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut assumer ce qu'on est. C'est live, Oui, puis non seulement ça, à un moment donné, tu le vois quand les gens sont scriptés dans les médias traditionnels. Que la personne a cherché la ligne, puis tu vois que ce qui a été privilégié, c'est peut-être plus la forme que la substance. Je suis pas mal sûr si tu demandais une analyse de qui a quitté le Parti libéral. Chantal Hébert, elle dirait juste mais le Parti libéral, c'est un parti qui est établi depuis très longtemps. Puis le Parti libéral a des traditions. Puis là, elle parlerait pendant 3 minutes, puis tu n'aurais rien appris au lieu de ce que je viens de te dire, que probablement ce qui se passe, c'est que tu n'as pas tant de gens qui ont quitté le Parti libéral, qui ont juste décidé de mettre en veilleuse leur activisme. Ouais. Et ils vont peut-être changer éventuellement, mais pour l'instant, ça a plus l'air d'être que les membres actifs du Parti libéral sont comme, ben, ouais, ça s'en va, cette affaire-là. Une autre chose que vous ne verrez pas dans les médias traditionnels, c'est une question de sniff mon doigt. Ça n'arrivera pas. C'est qui? Donc, Sniff mon doigt veut savoir comment faire pour déprogrammer les gens qui sont incrustés dans la Statrix. Quels sont les meilleurs arguments quand l'adversaire est tellement aveuglé par l'État qu'il n'est pas capable de concevoir une solution à l'extérieur de l'État? La première, je pense, c'est de faire de l'histoire. L'histoire te montre souvent comment les gens pouvaient être débrouillards dans le passé. Puis ça a comme un effet de voir un peu d'autres manières que les gens pensent. Voyager à travers le monde peut te donner des autres idées, donc d'autres manières d'imaginer la chose. Mais sinon, la manière peut-être la plus efficace, c'est de passer du temps avec des entrepreneurs. Je te dirais que beaucoup des choses que j'ai découvertes qui m'ont cassé un peu certains moules puis qui m'ont rendu beaucoup plus, peut-être pas libertarien, mais beaucoup plus sceptique à l'égard des capacités de l'État de faire des choses, mais en même temps, tu sais, qui m'a fait dire, ben, l'État doit faire certaines choses. C'était de voir des entrepreneurs, comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils essaient de trouver des solutions à des problèmes, puis de remarquer des choses. En fait, un qui m'a vraiment affecté, c'était un gars qui a fait fortune avec des fusils à peinture pour les automobiles. Quand tu peintures une automobile,
euh, le canon à peinture. La peinture peut coaguler. Puis si la peinture a coagulé sur le canon du fusil, ben, tu as des blots sur le dos qui sont placés. Et ça coûte cher parce qu'à ce moment-là, il faut que tu arrêtes la ligne de montage, il faut que tu enlèves l'auto sur la ligne de montage. Donc, tu perds des heures de travail, tu perds énormément, puis tu as aussi tout le coût de devoir refaire la job à neuf. Mais le gars, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inventé un fusil à peinture qui fait juste avoir une sorte de système de rotation avec une boule par-dessus qui s'auto-nettoie. Ça a l'air vraiment super narrow, comme on dit en anglais, mais il y a un gars qui a imaginé une solution à un problème vraiment mineur qui crée de la valeur pour une autre personne. Quand tu vois des entrepreneurs qui sont capables de penser à des solutions comme ça, tu en viens à réaliser l'être humain est vraiment créatif. C'est un truc vraiment petit, mais qui a une valeur, étant donné l'effort qui est mis dedans. Là, quand tu regardes dans le schème des grandes choses, c'est très peu, mais ça a une très grande valeur. Et là, tu te mets à dire, ben, c'est dur de te mettre à être aussi négatif à l'égard de la créativité humaine. Fait que peut-être Ouais, les puis 3 meilleures manières, c'est l'histoire, de voyager, de faire du tourisme, de regarder qu'est-ce que d'autres personnes font ailleurs, mais aussi juste de regarder des entrepreneurs. C'est vraiment... ton histoire de l'entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un moule où est-ce que oui, ça a l'air anodin, mais qu'est-ce qui a incité une personne à mettre autant de temps et d'énergie dans l'innovation d'une chose aussi anodine? C'est le système d'incitatif, justement. Il y avait possibilité d'aller faire de l'argent avec ça. Ça me fait penser à une petite discussion que j'ai eue sur Twitter avec quelqu'un récemment. Je disais, est-ce qu'on devrait subventionner une entreprise non rentable? Puis 92% du monde disait oui, on s'entend. Le crowd qui suit ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ont des tendances un peu libérales classiques comme nous. Puis il y en Ah, il a un qui... disait qu'il fallait qu'on subventionne. Non, qu'il ne faut Qu'on pas ne subventionne subventionner. pas. On OK. subventionne pas. Ça m'aurait surpris de notre Ouais, histoire. exact. Mais un des commentaires, c'était on ne devrait pas prendre pour acquis que parce que c'est non rentable qu'il ne faut pas investir là-dedans. Moi, j'ai investi dans le début des années 2000 dans une entreprise non rentable, puis je viens de la vendre récemment pour 150 000 $. J'ai dit, écoute, je comprends parfaitement ton point. De discréditer une entreprise parce qu'elle est non rentable présentement, c'est vrai que c'est pas correct. Par contre, le point était pas de dire si on discréditait l'entreprise ou pas, c'est si on la subventionnait à l'aide de l'État. La différence entre la subvention et l'investissement qui a été fait par cet investisseur-là, c'est que lui, il a pris une entreprise non rentable, il a dit, je vais l'acheter, je vais mettre du temps, je vais mettre des énergies, je vais superviser les actions et je pense qu'elle a un potentiel si elle est bien gérée. Puis effectivement, quelques années plus tard, il est capable de la revendre pour 150 000 $. Donc, qu'est-ce qui est la différence avec la subvention? C'est que la subvention est déterminée par une personne qui n'est pas impliquée dans le dossier, qui ne dépense pas sa propre argent et qui peut même avoir des incitatifs un peu différents comme la partisanerie politique ou le lobbying ou les petits amis, collusion, corruption. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que la personne qui va mettre son argent n'a aucun incitatif à améliorer les choses. Elle fait juste décider qui sont les gagnants et les perdants d'une manière carrément arbitraire. C'est la différence entre la subvention et l'investissement de l'entrepreneur. On ne peut pas dénigrer un entrepreneur qui veut investir dans une entreprise non rentable. Par contre, on peut dire que l'État qui investit dans une entreprise non rentable, c'est toujours perdant. Ouais. Ben écoute, je viens de t'envoyer un petit livre, Ouais. je pense, j'aime ça le recommander aux gens. C'est par un historien américain qui s'appelle Burton Folsom. Puis c'est comme le livre qui est une petite introduction pour pas mal de libertariens et de conservateurs aux États-Unis à l'histoire économique. Parce que Folsom est vraiment excellent historien. Et ce qui compte, c'est un peu l'histoire, ça s'appelle le mythe de Robber Baron, qui est le terme pour les méchants industrialistes de la fin du 19e siècle. Puis Folsom, ce qu'il fait, c'est qu'il présente pour certains des cas tout le temps une histoire entre un entrepreneur de marché et un entrepreneur politique. Et il compare comment est-ce qu'il gère des affaires. Donc, il compare l'exemple qu'il utilise le plus, puis qui verrait vraiment à ce que toi, tu viens de dire, c'était les voies ferrées au 19e siècle. Il y avait plusieurs des voies ferrées transcontinentales étaient construites avec énormément de subventions. Et là, tu avais des gens qui étaient décrits comme, il y en avait un passage qui m'était resté, Armed with subsidy, Villiard rushed into the wilderness to waste taxpayer money. Il construisait des routes qui étaient sinueuses parce qu'ils étaient subventionnés au kilomètre construit. Donc, il construisait des routes qui étaient hautement inefficaces. Alors que tu en avais un autre qui était un gars qui s'appelait James Hill, qui était un Canadien qui avait émigré aux États-Unis. Puis lui,
il construisait sa voie ferrée très lentement. Il construisait des villes autour de la voie ferrée. Il offrait des deals aux agriculteurs. Il faisait du développement en même temps. Il faisait plein de trucs en même temps, mais il le faisait très lentement. Le projet a pris 20, 30 ans à finir. Il a pris beaucoup plus de temps que toutes les autres. Mais lui, c'est la seule voie ferrée qui n'a jamais été en faillite. Était super bien gérée, était très bien organisée, les coûts étaient super bas. Puis cet entrepreneur, là, il y avait la différence de tous les autres, c'était que lui, c'était le seul des grandes voies ferrées qui n'était pas subventionné. Et lui, il l'a fait de manière complètement avec son argent, puis tu voyais finalement que c'était tout à fait possible. Puis dans le livre, tu as plusieurs exemples comme ça, que l'effet d'une subvention, c'est pas nécessairement que Ça rend euh, lazy. ben, il y a l'effet que le politicien peut choisir des projets qui sont politiquement avantageux, pas économiquement avantageux. Donc, tu as la sélection de qui est subventionné. Mais il y a aussi, une fois, même si un projet a beaucoup de valeur, ça change beaucoup le comportement de l'entrepreneur. Donc, Ben, énormément. si tu dis au gars, je vais te subventionner au kilomètre de voie ferrée posée, est-ce qu'il va construire la voie la plus droite possible? Probablement pas. Il va faire plein de trucs sinueux, puis il va essayer d'ajouter le plus de kilomètres possible pour avoir le plus de subventions possible. Donc, tu sais, la subvention en soi peut changer le comportement de l'entrepreneur vers quelque chose d'autre. Et non seulement ça, mais une fois que tu as la subvention, il faut aussi que tu te battes contre d'autres entrepreneurs qui, eux aussi, veulent des subventions. Donc, tu dépenses des ressources sur des activités qui ne sont pas liées à l'activité entrepreneuriale. Tu es obligé de faire de l'entrepreneuriat politique pour te protéger de changements dans l'arbitraire du politique. Donc, nous, tu sais, quand on dit, tu sais, des fois, puis non seulement ça, mais on donne de l'argent, toi puis moi, à des trucs qui perdent de l'argent, tout simplement parce que des fois, on croit à des choses qui sont plus importantes que le profit. Donc, on va dire qu'on valorise certaines choses pour des raisons philosophiques, pour des raisons de principe. Ça ne nous dérange pas de perdre un peu d'argent là-dessus parce que le principe est plus important. Le problème, c'est quand nous, on le fait individuellement, c'est notre argent, c'est nos responsabilités. Mais quand c'est tes subventions, bien là, dans ce cas-ci, tu laisses ça dans les mains de l'arbitraire du politique. Puis là, c'est qu'est-ce que lui aime, puis qu'est-ce qu'il aime, lui, politiquement. Et là, tu peux avoir des trous sans fond qui se font, puis qui continuent de se creuser. Oui, puis une des choses qui est rarement dite aussi, tu sais, c'est ça qu'un peu je disais, la subvention, quand tu dis elle change le comportement de l'entrepreneur, oui, il y a le système d'incitatif, mais il y a aussi le fait que quand tu as de l'argent qui a été généré dans une entreprise d'une manière out of nowhere, que tu n'as pas eu à rien faire sauf peut-être du démarchage ou des remplissages de formulaires pour des subventions, c'est une source d'argent qui rend l'entrepreneur lazy. Un livre que je pourrais vous recommander par rapport à ça, c'est The Power of Broke de Damon John. C'est pas le genre de livre à Vincent, là, c'est des affaires plus pop, si on veut, un peu plus des affaires groundées sur la réalité. C'est probablement très romancé. Je trouvais que le gars était fake un peu à l'intérieur, sauf que il donne plusieurs exemples d'entrepreneurs à l'intérieur de son livre qui sont partis de rien, qui l'ont eu tough, qui n'avaient pas d'argent pour commencer, puis tout ça. Puis comment que ce fait-là d'être cassé, autrement dit, au début de leur entreprise, leur a permis d'innover à vitesse grand V, puis d'être extrêmement productif dans le futur, puis d'optimiser chacun des petits aspects de leur business qui permettaient de dégager une rentabilité. En fait, ce qui est sous-estimé dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est comment la marge de profit est quelque chose d'extrêmement, extrêmement faible. Dans le sens que la différence entre un profit et une perte, c'est marginal, là. Tu peux avoir une business qui a 2 millions de chiffre d'affaires et faire à peine 50 000 $ de profit. Ça veut dire que pour arriver à tes fins, tu as eu 2 millions d'entrées d'argent, tu as eu 1,95 million de dépenses, puis tu as resté 50 000 après. C'est quoi la différence entre un profit et une perte dans cette situation-là? C'est souvent pas grand-chose. Être paresseux. Une augmentation de salaire aux employés généralisée de 2 piastres de l'heure peut compromettre ce profit-là. Tu sais, tu es vraiment dans une position où est-ce qu'on pense que les employeurs s'en mettent plein les poches, que les entrepreneurs s'en mettent plein les poches. Ça arrive évidemment dans certaines situations, dans des situations de monopole, de quasi-monopole ou de brevets, si on veut, qui peut générer des profits qui sont tout simplement incroyables. Quand on regarde les réseaux sociaux, par exemple, les titans que sont Facebook, tout ça, les profits sont généralement incroyables aussi, mais c'est des quasi-monopoles naturels. Mais quand tu arrives, tu regardes vraiment le monde très compétitif général de l'entrepreneur classique dans lequel il doit se battre,
le niveau de compétition est extrêmement élevé, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans le conseil financier à la limite, peu importe. Vous allez voir un niveau de compétition qui est très, 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 très élevé. Puis c'est ce qui fait que les entrepreneurs qui sont rentables, qui sont profitables, ont généralement du succès. Mais ce qui est toujours aussi impressionnant, c'est que les gens oublient toujours une chose. On oublie les 90% des entrepreneurs qui se sont essayés et qui se sont pétés les dents dans le portrait général. Tu sais, des histoires à succès où les entrepreneurs qui ont de l'argent dans leur poche, qui sont devenus millionnaires grâce à l'entrepreneuriat, font en sorte que, on sait bien, les autres sont riches, on sait bien, on sait bien, on sait bien. Mais la réalité, c'est que si tu regardes juste le groupe d'entrepreneurs qui a plus que 3 ans d'expérience, c'est sûr que tu vas dénoter le fait que ces gens-là font quand même de l'argent, puis ils ont beaucoup de succès, puis ils sont peut-être chanceux. Mais ce n'est pas eux les entrepreneurs. Eux autres, c'est à peu près le 10% qui réussissent. Les entrepreneurs, c'est le groupe au complet qui se sont essayés. Puis la plupart échouent. C'est vraiment ça la game du milieu de l'entrepreneuriat. Puis ça, je trouve, c'est tellement sous-estimé, puis encore plus au Québec. Antoine Bernier, il y a un tweet fight, Antoine. Fait que là, il a besoin d'aide. OK, c'est quoi le tweet fight? Inflation, Milton Friedman, la phrase classique, là, que c'est toujours un problème monétaire. Il a dit ça à un économiste, si je ne me trompe pas. Non, attends. Bon, c'est quoi là? Je vais te le dire comme du monde. Là. La personne du tweet fight lui répond. C'est archi erroné, cette interprétation des monétaristes de l'Université de Chicago. Même pas 10 ans après cette déclaration de Friedman, les États-Unis subissaient les plus gros spikes d'inflation causés par un supply shock. En fait, c'est tellement erroné que cette interprétation des phénomènes monétaires, ne tenant pas compte du supply side et de la vélocité de la monnaie, n'est plus enseignée à Chicago, Stanford, Cornell et Northwestern. Ça a l'air d'être le gars Jérémy quelque chose là, qui a toujours vouloir de troller. C'est le genre de commentaire qui a l'air d'être un petit peu parlé à travers son chapeau. Donc, il y a juste un petit élément de vrai qui est suffisant dedans pour dire qu'il a probablement vu quelque chose, mais il ne comprend pas exactement pourquoi c'est vrai. Donc, la version initiale de Milton Friedman, c'était les gens prennent la version populaire. Donc, ils prennent la version populaire où Milton disait Inflation is everywhere and anywhere a monetary phenomenon. L'idée, c'était que si tu gardes tout, puis là, la phrase est importante, tout étant égal par ailleurs, c'est-à-dire que tu ne changes pas la vélocité de la monnaie, tu vas avoir un effet sur les prix. Mais il y avait des trucs que Friedman disait après qui étaient. Autrement dit, quand il développait, il y avait des nuances. Il y avait des nuances quand il développait. Donc, l'article le plus connu, qui était son Presidential Address dans le AER, il mentionnait qu'il dit, bon, pour simplifier, on va tenir la vélocité de l'argent, donc la vitesse à laquelle l'argent circule, on va la garder constante pour simplifier le point. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de choc sur la vélocité. On est tout à fait d'accord qu'il y en a des chocs, puis que ça arrive fréquemment. Des chocs sur la vélocité à toute fin pratique, c'est synonyme avec des changements sur la demande de monnaie. Donc, ce n'est pas juste l'offre qui affecte, il peut y avoir des changements sur la demande de monnaie. Juste simplifier un peu, la vélocité de la monnaie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a une quantité d'argent qui est dans le système, donc qui provient des banques centrales, qui provient des prêts qui sont faits, ainsi de suite. Il y a vraiment une quantité d'argent qui est fixe. Par contre, la vélocité de la monnaie, c'est pas ça. C'est pas ça que ça mesure. La vélocité de la monnaie, c'est à quelle vitesse l'argent change de main. Exactement. Donc, vous allez chez votre boulanger, vous lui donnez 20$ pour son pain. Lui, sortir de bord, va se faire couper les cheveux juste à côté avec le même 20$. Après ça, ce 20$-là s'en va pour acheter des Timbits. Vous comprenez la game? Ouais. Plus le même 20$ est échangé rapidement, mais plus la vélocité de la monnaie a un impact sur... Mais si tu veux en garder plus dans tes poches, donc tu veux garder des cash reserves, donc tu as ta demande de ce qu'on appelle des réserves monétaires, des demandes de liquidité que tu peux garder, donc il y a de l'argent qui ne circulera pas. Tu veux la mettre dans des titres que les banques peuvent... Donc, soit tu gardes la manière la plus simple qu'on te donne, c'est que tu gardes l'argent chez toi dans un coffre. Mais ça veut aussi dire que tu pourrais le mettre dans des dépôts à vue. Donc, les banques ne sont pas aussi susceptibles Treasuries de et CPG. Exactement. Des choses qui ne sont pas des liquidités très faciles à utiliser. Ce qui arrive dans la pandémie, by the way. Ce qui arrive exactement dans la pandémie, by the way, quand que les gouvernements se mettent à imprimer beaucoup d'argent, à faire beaucoup de programmes sociaux, à envoyer des chèques aux citoyens et que tous les commerces sont fermés, à votre avis, est-ce qu'il y avait une grosse vélocité de la monnaie à ce moment-là? Bien, la réponse est assez évidente. Les commerces étaient fermés, sacrifice. Fait que les gens faisaient du hoarding. Ils gardaient le cash dans leur compte de banque, dans leur placement, ainsi de suite. À ce moment-là, les taux d'intérêt sont très bas, ne donnent pas des grands rendements.
Donc, il y en a qui le dépensaient au fur et à mesure, il y en a d'autres qui le mettaient sur le marché des actions. C'est la raison pourquoi vous avez vu le marché des actions avoir un boom en 2020-2021. Avancer dans le temps, les gens rouvrent l'économie, commencent à dépenser plus, mais sont quand même craintifs. Ils ont peur de perdre leur job. On parle de récession un peu, tout ça. Fait que, est-ce que la vélocité de la monnaie est revenue au niveau qu'elle était? Probablement que non. Vous comprenez un peu l'idée. Mais qu'est-ce qui change? C'est que les taux d'intérêt augmentent beaucoup. Donc, les dépôts dans les T-bills, les dépôts dans les CPG, tout ça, ça s'est mis à augmenter énormément. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un CPG 1 an au Canada, c'est du 5,55 qui est accessible. Ouais. C'est hallucinant là, quand vous y pensez. On n'avait pas vu ça depuis très, très, très longtemps. Mais tu vois, quand tu dis ça, ce que tu es en train de montrer, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis Friedman. C'est que depuis qu'on a des avancées empiriques, on a réalisé que le modèle était bon, mais le point sur lequel l'accent était mis n'était pas nécessairement aussi important. Donc, on avait sous-apprécié l'importance des changements dans la vélocité de la monnaie. Donc, des variations dans la demande de monnaie, toute fin pratique, on n'avait pas apprécié, donc la demand for real cash holdings, on n'avait pas apprécié l'importance que ça pouvait avoir historiquement. Donc, ça a commencé à augmenter. Mais il y a aussi un autre argument, puis ce qui est drôle, c'est que c'est quelqu'un qui voudrait attaquer Friedman. Il y a une version radicale d'une extension de Friedman qui est celle de Real Business Cycle. C'est que la monnaie elle-même ne compte pas pour tant que ça, parce que si tu as des attentes qui sont faites, qui sont des attentes rationnelles, puis que tu as l'idée que la Banque centrale ne va pas va avoir un comportement stable ou va se commettre à quelque chose, mais les gens vont construire des attentes autour de ça. Et la plupart des variations que tu vas avoir dans l'économie, ce n'est pas des variations qui sont dues à l'offre de monnaie, mais des variations dues à des chocs réels. Donc, mais ça c'est une version radicale de Friedman. Ça veut dire que tu as une banque centrale qui fait très peu, qui se concentre sur des règles, qui cible une règle particulière, qui ne drifte pas de cette règle-là et que l'emphase est sur les facteurs réels de l'économie, donc la croissance de la productivité en soi ou les changements sur la croissance. Donc, tu pourras avoir une baisse de productivité à cause d'un choc environnemental ou quelque chose comme ça. Bien, cette version-là, c'est une version comme Friedman on steroids. Je veux dire, les gens qui l'ont développé, c'est des Fid Kidlin, c'est des Ed Prescott, c'est des Robert Lucas. Puis, si tu regardes le membership, par exemple, de la Société du Mont-Pèlerin, qui est comme la société d'académiques libéraux classiques, voici le membership. Milton Friedman, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises. Oh, Robert Lucas. Oh, Ed Prescott. Oh, Fid Kindlin. Tous les gens qui ont développé Real Business Cycle sont à toute fin pratique des membres de cette société-là qui dit non, la monnaie ne compte pas pour tant que ça. C'est les mauvaises politiques gouvernementales qui causent des chocs, qui contribuent beaucoup à de l'inflation. Donc, la seule manière que la politique monétaire peut avoir un effet, c'est si c'est inattendu. Donc, puis, il ne faut pas oublier aussi, le commentaire de l'actualité est toujours dans une vision de très court terme de tout ça. Puis quand je dis court terme, là, c'est pas 6 mois, c'est pas 2 semaines, c'est souvent du 5 ans, du 6 ans. Quand vous voulez vraiment regarder les phénomènes économiques, il faut souvent regarder sur des décennies, qu'est-ce qui se passe réellement. C'est là qu'on a une image qui est beaucoup plus précise de tout. Puis tu sais, ce qui est venu fausser beaucoup les cartes, c'est la période entre 2008 et 2020. Il ne faut pas s'en cacher. Il y a eu beaucoup d'augmentation de masse monétaire à ce moment-là et très, 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 très peu d'inflation. Donc, ça l'a amené beaucoup d'économistes à penser que justement le bout des monétaristes était un peu désuet, qu'il manquait quelque chose, ainsi de suite. Mais, attends, laisse-moi finir ma phrase. Je pense que ce qu'on a fondamentalement oublié, c'est que ce qui s'est passé aussi au début des années 2000, puis même 90, c'est la mondialisation. Dans le sens que, oui, tu peux augmenter ta masse monétaire aux États-Unis pendant un certain temps à cause d'une crise en 2008, mais tu oublies un facteur qui est important. L'économie est globalisée. Les transactions se passent avec la Chine, les transactions se passent avec le Brésil, avec la oui, mais Russie, des ainsi fois, de il suite. y a aussi d'autres trucs, des fois, qui sont encore plus simples. Puis ça, Mais c'est. ce que je veux juste finir mon point, où est-ce que je m'en allais avec mes skis, là, c'est que qu'est-ce qui se passe pendant cette période de temps-là, c'est que tu as beaucoup d'emplois qui sont expropriés dans les pays émergents. Les pays émergents, certains maintiennent ou dévaluent volontairement leur monnaie pendant ce temps-là. Donc, font subir de l'inflation à leur population locale, mais permettent aux pays occidentaux
d'avoir très peu d'inflation à ce moment-là. Fait que c'est ça un peu qui surprenait les gens dans ma tête. C'est que dans cette période de temps-là, oui, il y a eu une augmentation de la masse monétaire aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas vécu d'inflation. Mais au niveau global, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Puis c'est ça qui compte dans une économie globalisée. Puis je pense que les modèles économiques n'étaient pas encore adaptés à ce type d'économie-là globalisée. Ça, c'est ma perspective, là, mais... Écoute, la manière que je vais. Des fois aussi, c'est qu'il faut savoir que quand on parle de l'offre de monnaie, ça a l'air con, mais on n'est pas capable de la mesurer parfaitement. Un de mes chums, qui était aussi un des rares Québécois qui est un libéraux classique, Stéphane Surprenant à l'UQAM. Stéphane, c'est un gars qui fait. La qualité de l'image est plus médiocre que je pensais. Mais Stéphane, lui, son truc, c'est qu'il connaît tous les différents indicateurs de l'offre de monnaie. Puis là, pour sursimplifier, puis peut-être si je vais sursimplifier, si Stéphane, je sais qu'il écoute le show, il va me taper dessus, mais je vais essayer de sursimplifier pour que ça soit le plus simple possible. Quand tu déposes $1 que l'État a émis à la banque, là, donc tu as $1 qui a été imprimé par la Banque centrale, puis tu le déposes, il va se multiplier par le fait que la banque va prendre ton dépôt puis va le prêter à quelqu'un d'autre. Donc, ton dollar va se multiplier par l'inverse du ratio qu'ils vont garder dans les coffres. Donc, si, mettons, ils gardent 90 ils gardent juste 10 dans les coffres, bien, ils vont prêter 90 cents de ton dollar que tu as déposé. Puis après ça, la personne qui a eu le 90 cents de prêt, ils vont garder 81, ils vont prêter 81 sous, etc., 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 et ça keep going. Bien, le processus de multiplication, c'est ce qu'on pourrait appeler du bank money ou du private money. C'est ce qui est émis, ce qui est créé par les intermédiaires financiers. Et quand tu regardes, comment est-ce qu'on mesure ça? Bien, c'est difficile de mesurer ça parce qu'il faut que tu tiennes compte du temps, combien de temps ça prend pour la rédemption. Il y a plein de trucs qui rentrent dans les détails. Puis là, c'est de la macro que moi, j'ai arrêté de faire parce que j'étais tanné à ce point-là. Ça ne m'intéressait plus. Puis de parler des banques centrales, ce n'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Mais il y a énormément d'efforts qui vont dans créer ces indices-là. Et dans le graphique que je venais de montrer à Yann, tu as la différence entre le private money, donc le bank money, puis ce qui est créé par l'État. Et là, ce que ça montre, c'est que la zone en vert sur le graphique, c'est l'offre de monnaie qui est celle que l'État a ajoutée. Pendant la période de la crise de 2008, tu vois que la zone en vert augmente. Ouais. Mais par contre, le bank money s'écrase beaucoup plus. Donc, si tu regardais. Parce que tu as une tonne de régulations qui embarquent à ce moment-là. Exactement. Et là, l'économiste qui parle de ça, c'est Steve Hank. Il montre qu'une des choses qui s'est passée, c'est qu'en même temps, de manière concomitante avec la récession de 2007-2008, tu as eu la loi Dodd-Frank qui a été passée, qui était tellement restrictive que les banques ont réduit leurs activités. Donc, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, oui, la Banque centrale. Qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein, parce qu'on se rappelle, il y a des gens qui étaient capables d'avoir des emprunts hypothécaires avec des termes à l'infini, des intérêts qui se payaient seulement sans aucun remboursement de capital, puis des fois des revenus en bas de 40 000 par année. Yep. C'était assez capoté. Je ne pense pas que la réglementation est la bonne solution, mais ce n'est pas le point ici. Mettons ça au clair. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est difficile de mesurer la masse monétaire, mais chaque fois qu'on essaie de faire des améliorations, donc les indices qui sont mentionnés, c'est généralement donc de la monnaie totale, ça s'appelle les indices Divisia, qui ont été pas mal créés par un gars qui s'appelle Bill Barnett à l'Université du Kansas. Et quand on les fait, bien, généralement, ils confirment pas mal la version classique de Milton Friedman assez bien avec les nuances sur la vélocité. Donc, les gens qui disent ça, ce qu'ils font pour arriver au truc qu'Antoine se retrouve à se faire chicaner par un gars qui, je pense, ça doit être le gars Jérémy, qui est un gars qui a clairement des obsessions sur des trucs, puis qui a, je pense, un syndrome d'antagonisme, là, où est-ce qu'il veut juste toujours être en opposition à quelqu'un avec qui il n'est parfois pas d'accord. Alors que moi, ça ne me dérange pas de dire à quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord que sur un sujet en particulier, ça ne me dérange pas qu'il ait raison, en fait, même si c'est tout à son honneur qu'il a raison. Mais probablement, ce qui se passe, c'est que la personne prend un argument qui est tellement un
Un épouvantail, c'est rarement la meilleure version de l'argument qui existe. Tu as juste choisi une version réduite de quelque chose avec lequel tu peux facilement gagner. C'est facile de Rappelons que c'est un battre une. tweet fight. Oh ouais, c'est facile de gagner une bataille contre une poupée, là, puis après ça, dire, regarde, j'ai battu Georges Saint-Pierre. OK, c'était une poupée de Georges Saint-Pierre, mais c'était pas Georges Saint-Pierre. C'est à peu près ça, c'est le genre d'argument qu'il y a. Puis sur Twitter, tu as ça souvent. Des gens qui vont faire en anglais, bravado, qui vont agir comme s'ils savaient tout, mais 9 fois sur 10, c'est un épouvantail qui est présenté, puis c'est pas vraiment le vrai argument avec lequel. De toute façon, soyons honnêtes, trop de temps passé sur Twitter égale baisse de productivité dans peu importe ce que vous faites. Je suis d'accord avec ça. Écoute, c'est le moment. Hashtag Martin Ouellet Schools of Economics. Oh, wow, fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, lui. Mais c'est une belle question, fait que tu vas être content. On connaissait Germain Bézil pour ses diverses interventions médiatiques et ses qualités de vulgarisation hors normes. Mais je me demande, quel est son article scientifique le plus marquant? Germain, OK, ça c'est un truc qui est important. Germain n'était pas professeur de la même sens que moi j'étais professeur. Donc, tu as deux types d'enseignants généralement qui existent, ce qu'on appelle les professeurs d'enseignement et les professeurs de recherche. Et les professeurs d'enseignement, eux, sont embauchés. Ils peuvent avoir la permanence. Germain avait une permanence, mais l'idée, c'est que tu es embauché principalement pour tes vertus de pédagogue. Fait que tu as beaucoup de tâches reliées à l'enseignement, autrement dit. Exactement, mais tu n'as pas les mêmes obligations de recherche. OK. On parle de combien d'heures par semaine? Je pense que Germain, il y avait ce qu'on appelle un 3-3. 3 cours à l'hiver, 3 cours à l'automne. Alors que des professeurs de recherche, généralement, sont sur du 2-2. Donc, 2 cours à l'automne, 2 cours à l'hiver. Et si tu tiens compte des sabbatiques, ils arrivent probablement à du 1-2. Donc, tu coupes à peu près un peu sur la période de sabbatique. Ou bien, tu es à du 1-1. Donc, mes collègues les plus seniors ici, qui ont atteint le rank de full professor, ils ont du 1-1. Donc, un cours par session total. Donc, ils ont beaucoup de temps libéré pour la recherche. Exactement. Donc, l'idée, c'est que c'est différents profs. Germain n'avait pas de grosses obligations de recherche. Et généralement, ce qu'il a produit, c'était plus des trucs dans des think tanks qui étaient assujettis à des règles. Mais les deux articles les plus cités de Germain, c'est ceux qu'on a écrits ensemble. Un dans Public Choice sur Hydro-Québec. Donc, excuse-moi, pas sur Hydro-Québec, sur la nationalisation éventuelle d'électricité. Et l'autre dans Atlantic Economic Journal sur l'électricité avant la nationalisation. Donc, comment le marché performait avant. En perspective comparative avec le reste du Canada. Donc ça, fait que Germain, c'est un vulgarisateur pur, dans le sens que capable de digérer du contenu scientifique assez élevé, puis de relater ça à des étudiants pour leur permettre de mieux comprendre, d'où sa présence aussi dans les médias québécois qui permettait de faire une grande vulgarisation des concepts économiques. Là. Exactement. Fait que Germain, ça, puis les think tanks, là, il était vraiment incroyable. Mais sinon, je pense quand il écrivait des articles, c'était quand il était beaucoup plus jeune. Les autres articles scientifiques, on remontrait quand lui faisait sa scolarité de doc ou quand il a commencé à HEC. Mais sinon, le reste, le gros, c'est des choses qu'il a écrit à l'Institut économique de Montréal sur l'énergie, sur les voitures électriques, sur je pense qu'il avait écrit avec moi sur le prix unique du... Non, excuse-moi, ça c'était avec Yuri, avant qu'Yuri aille à la CAQ, pauvre lui. Tu sais, avant, on pouvait faire des choses intéressantes. Il doit tellement avoir le fun. Ça va tellement être important d'être... Comment ils vont, ces hôpitaux privés, là? Ça vient-tu? Écoute, Yuri, je suis sûr que tu vas entendre ce qu'on dit. Je t'aime et je t'aimais encore plus quand tu vas être revenu dans notre monde à nous, où est-ce que tu peux avoir un impact. C'est tellement ça, pareil. Honnêtement, j'ai de l'empathie pour Yuri. Je sais qu'il croit qu'il peut changer les choses à l'intérieur. Mais moi, je pense, honnêtement, je ne veux pas être méchant, mais vous le savez, toi, tu le sais particulièrement, je ne crois pas que les joueurs sont importants en politique. Moi aussi. Ça fait 100 000 fois que je le dis. La seule chose qui compte, c'est les règles du jeu. Tu changes les règles du jeu, tu vas avoir des meilleurs joueurs. Tu vas avoir des joueurs qui ne peuvent pas jouer des choses, ne peuvent pas faire des coups bas. C'est les règles du jeu qui comptent. Donc, c'est pour ça que quand les gens me demandent, moi, si je voudrais aller en politique, la réponse, c'est non. C'est parce que, je ne crois pas que le joueur est important.
je mets la primauté des règles, mais aussi je sais que je perdrais mon temps parce que je ne serais pas important dans ce jeu-là. Je n'aurais aucune influence whatsoever. Peu importe, je pourrais avoir 3 prix Nobel, je pourrais avoir inventé le remède au cancer et j'aurais quand même 0 influence en politique. Largement parce que c'est pas fait pour... un joueur en politique n'a pas énormément d'influence. Écoute, nouvelle question, David. Pourquoi est-ce si difficile d'avoir du financement pour acheter une entreprise au Québec? J'essaie d'acheter une entreprise et c'est les 12 travaux d'Astérix pour obtenir du financement. L'entreprise a un chiffre d'affaires d'un demi-million par année et le prix d'achat est de 375 000, incluant le bâtiment. Ça, c'est quand même assez important, là, incluant le bâtiment. Si je suis capable d'avoir le financement, est-ce que ce serait un bon move? On parle d'une entreprise de mécanique où je travaillais à temps partiel. Écoute, si vous voyez un peu, toi, ça. 500 000 de chiffre d'affaires avec un bâtiment, puis tout ça, tu achèterais ça pour 375 000. On parle d'une entreprise qui ne fait pas des gros profits, là. On parle d'un profit de 50 000 gros maximum, probablement. Le 375 000, ça, c'est la valeur de tous les actifs. Puis le stream de revenus, il dit que ça doit être 500 000. C'est tout ça qu'il dit? Les revenus, c'est 500 000. 375 000, c'est le prix demandé, qui inclut le bâtiment. Donc, tu as le bâtiment plus la valeur actualisée des profits futurs, le BAIA, si on veut. Généralement, une entreprise comme ça, écoute, ça se transige à 4, 5, 6 fois le BAIA, peut-être. Mais je veux dire, mettons ça à 6 fois le BAIA, soyons généreux. Puis avec une bâtisse qui doit bien valoir, je ne sais pas, moi, 150 000 là-dessus, tu sais, il y a difficilement 50 000 de profit dans une business comme ça. Fait que si on parle d'avoir de la difficulté à financer ça, j'ai pas de misère à le concevoir. J'ai vraiment pas beaucoup de misère à le concevoir parce que c'est une entreprise qui n'a pas une grande marge de rentabilité, donc le risque financier est quand même assez important. Ce qui va être aussi important, c'est la quantité d'argent que le futur propriétaire met lui-même de son côté. Tu sais, si ça coûte 375 000, mais la personne a juste 10 000 à mettre, ça va être extrêmement difficile à avoir du financement, tandis que s'il peut mettre 100 000, par exemple, de ses poches, ben, ça va être beaucoup plus facile d'avoir du financement. La bâtisse comme telle, ça, c'est moins un problème pour le financement, à moins que ce soit quelque chose qui soit carrément invendable. Fait que, est-ce qu'il y a un risque de contamination du terrain et tout ça? On parle quand même de mécanique. Fait que ça peut être un gros risque pour les banques, ce type d'entreprise-là, parce que mettez-vous à la place d'une banque. Généralement, financer des entreprises, à la base, les banques n'aiment pas ça. Financer de l'immobilier, par contre, sont beaucoup plus à l'aise. Pourquoi ils sont plus à l'aise? C'est qu'avec l'hypothèque, ils obtiennent le droit de saisie de la propriété si vous manquez vos paiements. Sauf que là, on parle d'une entreprise mécanique. Si l'entrepreneur fait faillite, la banque veut saisir l'atelier mécanique, se ramasse avec ça, essaie de le revendre, puis on parle d'un terrain qui est peut-être contaminé, ben c'est pas un actif immobilier qui doit intéresser tant que ça une banque à avoir. En gros, le gars, il dit que la business en soi, l'actif total de la business, c'est 375 000. Fait que si je fais non, c'est le prix demandé. Le prix demandé, ça, Vincent. Ouais, mais ça veut dire que c'est ça, le gars dit que sa business vaut comme actif. Ouais. Tu divises ses ventes nettes par ça, puis tu trouves le turnover ratio. Ça devrait te donner une bonne idée. Complique pas. Non, mais ça devrait te donner une idée de plus ou moins du flot de revenus qu'il devrait avoir. Du profit qu'il devrait avoir. Ah, mais c'est comme à ces prix-là, c'est. Je peux pas imaginer que c'est. Tu dis 50 000, peut-être trop bas, mais je vois pas comment c'est plus que 75. Fait que je peux comprendre pourquoi une banque serait comme. Ben, c'est ça, avec là. 75 000 de profit. Puis ça veut dire pas d'imprévu. Non, exact. Pas de mauvaises choses. Puis ça veut dire aussi qu'ils croient que c'est indépendant de tes qualités. Là. Je veux dire, s'ils pensent que. Ben, c'est un entrepreneur qui n'est pas prouvé, probablement. Si mettons, le gars est à sa 3e business, c'est plus facile d'obtenir du financement que quand tu as un newbie dans cette affaire-là. Mais ça, David, c'est le classique de beaucoup d'entrepreneurs. Financer sa première entreprise, c'est extrêmement difficile, surtout que ça implique des capitaux. Il y a des actifs, il y a des entreprises que tu peux démarrer avec un coût initial pratiquement de zéro. La mienne en est une, par exemple. Votre conseiller.net, quand je décide de démarrer ça, les actifs financiers, c'est mon ordinateur. Là. Grosso modo, là, ça valait rien. Je ne l'ai pas acheté. Oui, je pouvais acheter la clientèle à quelqu'un d'autre, mais comme tel, démarrer l'entreprise, c'est facile. Capital zéro initial pour commencer. Quand tu as acheté une entreprise à quelqu'un d'autre,
ben là, ça commence à être un peu plus difficile. C'est sûr que quand on parle d'une entreprise qui a plus de profit établi depuis plus longtemps, puis qui n'est pas directement lié non plus au travail de l'entrepreneur comme tel, parce que ça, c'est le point aussi de ce type d'entreprise-là. On parle d'un garage mécanique, donc si le propriétaire travaille à l'intérieur, ça va avoir un impact gigantesque sur la profitabilité. Tout le monde comprend un peu pourquoi. Il y a moins pour l'employé à payer à ce moment-là pour offrir le service. Mais si l'entrepreneur n'est pas là, ben là, ça change la game. Là. Si c'est juste quelqu'un qui veut mettre de l'argent, là, tu fais, tabarouette, OK, qu'est-ce qui va nous garantir que ça peut être profitable? Puis malgré tout, la marge de profit n'est pas si grande. Si tu arrives, tu achètes une plus grosse business, qui a par exemple 50 employés dedans, il y a une stabilité, c'est moins dépendant du propriétaire qui met des heures d'ouvrage dedans. Bien là, le financement avec la CDC, avec des CDC, c'est ça CDC? Ben, j'oublie le nom, mais en tout cas, la banque de commerce, ce type de financement-là, ça va être un peu plus facile d'en obtenir parce qu'il y a un historique crédible pour l'entreprise. Donc, ils sont capables, avec leurs analystes financiers, Il y a aussi la question de à quel point tu as du skin in the game pour une banque. Oui. Une banque, savoir que tu as vraiment, tu sais, l'exemple classique, c'est toujours le collatéral que toi, tu mets dedans. Je veux dire, combien de toi, tu investis de ta poche direct. Si tu en investis beaucoup, la banque va dire, écoute, le gars, il a vraiment aligné ses incitations sur la mienne. Donc, il y a des questions comme ça qui sont faites. Est-ce que, probablement que la chose que je dirais à l'auditeur qui probablement joue le plus contre lui, c'est qu'il disait qu'il travaillait à temps partiel dans ce shop-là avant. Ouais, mais ça, c'est. Non, mais peut-être qu'eux, ils interprètent ça comme un signal. Je ne sais pas c'est quoi pas. les règles au quotidien dans une banque, mais moi, comme économiste, je peux voir ça comme mais peut-être que tu n'as pas toutes les informations qu'il faut. Il manque des choses. Donc, en gros, ça parle tout le temps d'à quel point A, tu es risqué, puis B, à quel point tu vas travailler fort pour me repayer. C'est ça que la banque veut. Ce qu'on a à comprendre aussi, c'est que on pourrait faire appel à ce qu'on appelle du capital de risque, mais à un ange investisseur ou quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose qui est si développé que ça au Québec. Les principaux bailleurs de fonds pour le capital de risque, malheureusement, c'est le Fonds de solidarité FTQ, Fonds d'action, puis tout ça, avec les subventions gouvernementales. Ce qui fait que le réseau d'anges investisseurs québécois, il existe, mais il n'est pas à point tant que ça. Un gars comme Adrien Pouliot, par exemple, je pense qu'il a fait ça pendant longtemps. Je ne sais pas s'il fait ça encore, mais pendant longtemps, il a fait ce type de financement-là. Mais il y a aussi le fait que c'est dur de faire du venture capital au Québec, tout simplement parce que tous tes rendements que tu vas faire au Québec sont énormément taxés, bien plus que si tu es ailleurs. Donc, tu sais, le pool de gens qui voudraient offrir du capital au Québec n'est pas particulièrement élevé. Et donc, en premier, tu as moins d'offres, mais tu as aussi moins d'investissements qui se font dans développer les institutions qui font l'intermédiation pour des venture capitalists. Puis au final, tu en as moins. Donc, tu n'as pas juste l'effet que toi, ton risque à toi, c'est aussi que l'offre de capital est un petit peu plus basse au Québec pour d'autres personnes. Donc, tu dois payer un petit peu plus cher aussi. Fait que là, ce qui était à regarder vraiment au niveau de David, à mon avis, c'est la chose suivante. Du côté institutionnel, son business case, c'est vrai qu'il est difficile. Fait que s'il me dit que c'est difficile d'obtenir du financement, je ne suis pas si surpris que ça. Une avenue qu'il peut avoir de son côté, c'est de se trouver un partenaire financier qui va avoir des parts dans l'entreprise en ne fournissant que du capital. Donc, ne fournissant pas d'efforts. Tu trouves un partenaire d'affaires, par exemple, qui dit, écoute, en échange de 50 de ta business ou 49 de la business, si tu veux garder le contrôle sur l'entreprise, je suis prêt à mettre 100 000 dans l'histoire. Puis avec ce 100 000-là, tu te représentes à la banque, puis là, ils sont prêts à t'accorder un prêt. Ça peut être une solution. C'est juste que ce qui est plate pour toi, c'est que tu as laissé aller 49 des profits futurs de cette entreprise-là. Par contre, tu as été capable de la démarrer. Je lance des chiffres comme ça. L'idée, c'est juste que vous comprenez, c'est de montrer l'ensemble des possibilités. Ce n'est pas un chemin à suivre du tout, là, puis une recommandation, vous le comprenez. Là. Mais c'est les choses qui doivent être possibles. Puis souvent, ça va finir avec du love money, ces choses-là. Le défaut d'un jeune entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas une crise de scène. Par contre, ses grandes qualités, c'est le niveau de motivation élevé, le temps libre qui est disponible pour investir dans son entreprise, son énergie également qui est élevée, et le fait qu'il n'y a rien à perdre de son côté va faire en sorte qu'il peut être all-in. Ça, c'est toutes des qualités d'un jeune entrepreneur. Sauf que dans une situation comme celle de David, ça reste que le plus grand défaut est toujours présent. Tu n'as pas une crise de scène.
Fait qu'il faut que tu merges avec quelqu'un qui va voir le potentiel en toi, d'être un bon entrepreneur et de saisir l'opportunité. Autrement dit, quelqu'un de 50 ou 60 ans que tu connais bien, qui te connaît bien, qui voit le potentiel de ta business, qui est prêt à mettre de l'argent là-dedans en sachant que tu as du talent ou que tu as une énergie que lui a pu. Mais la beauté, c'est que lui a l'argent. Fait que tu te concèdes des parts de ton entreprise pour obtenir du financement de cette façon-là. Ça, c'est une voie d'arriver à ses fins. J'ai connu des entrepreneurs qui ont financé leurs activités comme ça. Un des beaux cas que j'ai en tête n'a carrément pas mis de capital dans l'entreprise, a convaincu 4 actionnaires de mettre tout le capital. Donc, ils se sont ramassés à 5 personnes avec 20 de l'entreprise. Lui n'avait pas une scène, il était jeune. Il avait convaincu ces 4 actionnaires-là d'embarquer. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut quelques millions de dollars et il est en train de racheter ses partenaires un par un au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure que lui a eu des dividendes des activités de l'entreprise, il a toujours réinvesti les dividendes pour racheter les parts de ses partenaires. Puis là, il est dans la mi-trentaine aujourd'hui, puis ça va quand même encore aussi bien, puis tout ça, puis il est extrêmement motivé. Fait que ça a été son moyen pour lui de financer l'entreprise avec pas une scène, puis des banques qui lui disaient non. Fait que le champ de possibilités, il est grand, là. C'est juste que, oui, c'est difficile. C'est effectivement très, très difficile parce que c'est le défaut d'être jeune, c'est qu'on n'a pas d'argent. C'est carrément ça, la game. Tout Experiment. Est-ce que le Canada serait plus productif avec ses ressources s'il y avait plus de provinces? Je m'explique. Si le nord du Québec ou nord de l'Ontario serait plus compétitif pour ses ressources, barrage pétrole, est-ce que la prééquation aurait le même effet? Est-ce qu'elle existerait? Autrement dit, si on était dans une fédération complète sans province, c'est ça que je comprends? Moi, j'ai compris que c'était une question. Je l'avais vu, cette question-là. J'ai oublié c'est qui l'a Kevin. demandé, mais Kevin. Je te dirais que j'ai, pas pour les raisons qui sont mentionnées, je suis très fan de l'idée de casser les provinces ou les États en un plus grand nombre. Tout simplement parce qu'il y a un élément de théorie qui dit qu'il existe non seulement une taille optimale de l'État, mais il existe aussi une taille optimale de population. Il y a des États qui sont trop gros. Fait que quand tu es très Californie, gros genre. comme État en termes, ben, si tu as une grosse population, Californie, c'est un bon exemple. Si tu as beaucoup de population, c'est beaucoup plus facile pour l'État de faire certaines choses. Des bonnes choses, mais aussi des très mauvaises choses. Des projets d'envergure Parce que démesurés avec. des projets démesurés. Donc, il y a l'idée que, puis on le voit, une littérature qui fait ça, c'est sur la taille des villes. On regarde s'il y a une taille optimale des Oh, villes. les fusions, Puis il y a un les point. fusions municipales, les fameuses économies d'échelle, personne n'a jamais vu. Exactement. C'était pas une bonne idée. Donc, il y a une taille optimale des villes et je présume que ça se transpose au niveau des provinces. Il y a des raisons pour lesquelles les États les plus libres aux États-Unis, si tu regardes dans les indices de liberté économique, par exemple, ceux qui sont les plus libres, c'est tous des États avec très peu de gens. Donc, Wyoming, Dakota du Nord, New Hampshire. Donc, c'est tous des États où il n'y a pas énormément de personnes. Les États avec énormément de population, à l'exception de la Floride. Le Texas, c'est pas particulièrement libre, by the way, c'est comme un mid-package, mais les 3 plus gros, je pense, ont des niveaux de liberté économique très bas. Ceux qui étaient historiquement très gros, comme par exemple l'Ohio ou le Michigan, ont des niveaux très bas de liberté économique. Donc, la question, c'est, il y a un point à faire en défense du fait que peut-être la population des États pourrait être L'Ohio puis le donc Michigan, ça a déjà segmentée. été les plus gros États américains, dans le fond. Mon Dieu, oui, le centre des États-Unis au milieu du 19e siècle, c'est l'Ohio et le Michigan. En fait, quand tu regardes, Comment tu as on un truc qui appelait ça? s'appelle un La concept. Steel Belt, ça se peut-tu? Non? J'oublie le nom exact qu'il donnait. Tu as plusieurs noms. Tu avais le Manufacturing Belt, tu avais le Steel Belt, mais le Steel, c'était beaucoup plus en Pennsylvanie. Mais le centre économique des États-Unis, parce que tu as des cartes qui font ça, puis je vais essayer de la trouver parce que c'est des belles cartes. Tu peux le voir changer avec le temps. Parce que tu peux What utiliser is the Steel Belt? The Steel Belt is one of the former nicknames of the Rust Belt. Ben, maintenant, le nom du Rust Belt, c'est que ces industries-là ont changé depuis. J'essaie de chercher la carte. Je l'ai. C'est vraiment une très belle carte. C'est fait par le Census Bureau. Puis je vais partager le lien.
Euh, tain. Je t'envoie le lien. Là, ça, c'est celui pour la population, mais il ressemble pas mal beaucoup voyons, pour l'activité économique. Et là, ce que tu vois quand tu pars, c'est chacun des triangles, c'est où est le centre de population. Donc, tu utilises un peu le concept de On a déjà gravité. vu ça. Où est-ce que. Ben, c'est ça. Fait en gros, chaque triangle te dit où est-ce que le centre de population des États-Unis est, étant donné où est-ce que les gens sont. Ben, tu vois qu'à travers le temps, ça se déplace du Maryland graduellement vers l'est. Et là, tu vois que fin du 19e siècle, c'est en Ohio, au milieu de l'Ohio et avec le Michigan. Donc, tu as énormément de gens en Ohio. En fait, si tu regardes un exemple, une manière de parler de l'importance de l'Ohio historiquement comme État, un grand nombre de présidents des États-Unis viennent de l'Ohio. Attends, je vais essayer de faire la liste, là, mais tu as Rutherford Hayes, tu as McKinley, tu as Harding, tu as Taft, je pense, l'Ohio a contribué, je pense, 5 ou 6 présidents. Sur quoi? On est rendu au 47e président présentement, 46e. C'est quand même un grand nombre de présidents qu'un seul État a contribué. En fait, je pense qu'ils sont deuxième derrière la Virginie. Une belle photo qui définit la Rust Belt qui était la Steel Belt avant. Check ça. Capoté pareil. Ouais. On dirait que c'est là qu'ils ont fait le film Robocop. Ça ressemble à. Hey, je sais pas si tu te les rappelles. voies ferrées dans sont le premier... rouillées. L'entreprise au complet, tout est rouillé. C'est hallucinant pareil. En fait, ça ressemble vraiment au bout de Robocop. Dans la photo, tu vois ce qui est la scène de bataille entre le premier, entre le gars qui joue Red Foreman dans That 70 Show. C'est ça. Écoute, la Rust c'est pas Belt, important. c'est Michigan, Ohio, un petit peu d'Indiana, Wisconsin. Yep. C'est vraiment ça. Mais cette région-là était le centre économique des États-Unis et tu avais énormément de gens qui vivaient dans ces États-là. Mais quand leur population a augmenté, les États ont commencé à faire des trucs vraiment généreux en termes de politique publique, des trucs qui peut-être n'étaient pas soutenables et a peut-être pas nécessairement causé le déclin, mais n'a pas aidé la cause de leur déclin quand il y a eu des changements dans l'économie mondiale. Et aujourd'hui, c'est des zones qui sont un peu en difficulté. Donc, pour revenir au point de la question de Kevin, est-ce que c'est bon de casser les États? Je pense que oui. Je pense que l'idée d'avoir des États avec moins de gens, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le problème, c'est que je ne vois pas comment tu pourrais faire ça au Canada. Tu sais, je veux dire, imagine juste de proposer au Québec de dire que Montréal est une province par elle tout seul, puis que la région, juste de casser le Québec en deux, de dire, OK, garde de l'Outaouais jusqu'à Berthierville, c'est la province de Montréal. Puis après ça, ben, c'est la province de Québec. Ben, je vois pas comment politiquement tu pourrais faire ça. En fait, j'aimerais ça créer une troisième province. Tu aurais la province de Saint-Lambert, qui serait la mienne. Tu dérapes, là. Et ça, c'est du dérapage. Non. Mais je vois pas comment tu pourrais convaincre un politicien de faire ça, tout simplement parce qu'il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu, comme le nationalisme. Donc, quelqu'un de Saint-Lambert va se dire tout aussi nationaliste que quelqu'un du Saguenay. Puis n'aimerait pas l'idée de se dire qu'on doit être dans deux régions administratives différentes. Good. Écoutez, c'est pas mal ce qui met fin à la partie gratuite de ce podcast-là. On continue pour 45 minutes, 1 heure environ sur la partie Patreon. Si vous avez le goût de maintenir le beat, okay. Vincent va mettre la casquette d'ailleurs sur la partie Patreon. 5 minutes. Je promets de la mettre 5 minutes. T'aimes pas les casquettes que tu me disais? J'aime pas les casquettes, je suis pas capable. Fait que je vais la mettre 5 minutes si vous voulez vraiment voir la casquette. C'est dur pour moi de mettre des choses. Fait que là, c'est le moment où est-ce qu'on passe la quête, Vincent. Apparemment, là, parce qu'on a un Patreon, on est des quêteux. On fait juste têter le monde pour de l'argent. Non, on vous donne du contenu exclusif. C'est le même que le podcast est financé. C'est le même qu'on convainc des gens de la qualité de Vincent de venir avec nous. Je veux juste souligner que Katie, c'est moins pire que quelqu'un qui se présente avec un gun à ta maison et dit que si tu lui donnes pas une partie de tes revenus, ils vont te mettre en prison. Moralement, lequel vous aimez mieux? Les taxes et les impôts, c'est volontaire, Vincent. C'est pour aider la société. Bon, la réponse dans le Patreon. Ouais, c'est ça.